parle souvent justement de cette toute première interview, c'est juste. Je pense, je voyais que c'était une interview qui allait me porter bonheur, parce que j'avais pu effectivement l'approcher et lui poser des questions un peu extra-tennis. Et il faut reconnaître qu'avec Martina Navratilova, le sujet était tout trouvé, puisqu'elle avait donc fait des choix qui étaient les siens, que je respecte absolument. Et voilà, je me suis dit que cette interview allait sans doute être, je n'en ai pas la garantie, mais sans doute être suivie par d'autres, ce qui fut le cas. Très bonne observation, il y a le même ton, mais il n'y a plus la même liberté. Il y a le même ton parce que c'est un ton qui me ressemble et c'est un style qui apparemment séduit les téléspectateurs. Donc je pense que c'est un style empreint d'une certaine gaieté, d'une certaine bienveillance et du fait de pas trop me prendre au sérieux en me disant que ce n'est que du sport après tout. Mais en revanche, concernant la deuxième partie de la question, il y a moins de liberté et ça c'est très clairement à cause des réseaux sociaux. Oui. Tout ce qu'on peut dire peut être diversement interprété. Quand je dis diversement interprété, la plupart du temps, c'est volontairement mal interprété, ce qui fait qu'on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de poser des questions. Ça, je le regrette infiniment, mais c'est comme ça, c'est l'évolution de la communication d'aujourd'hui. Certains joueurs m'ont manifesté davantage de confiance et d'amitié que d'autres. Raphaël Nadal, au fil du temps. Écoutez, je vais vous donner 3 exemples. Bon, vous avez compris que ce ne sont pas des moindres. Il y a trois joueurs qui m'ont cité 2 dans leur livre de mémoire, et l'un, Raphaël, dans un livre qui n'est pas encore un livre de mémoire, mais enfin dans un livre. C'est donc Raphaël Nadal, déjà nommé, John McEnroe et Michael Chang. Donc, excusez du peu. Ces 3 joueurs, effectivement, m'ont cité dans leur livre comme étant quelqu'un de bienveillant et avec lequel ils aimaient bien échanger. Donc ça, j'en tire effectivement une grande satisfaction. Nadal, je dirais sincère. Federer, oui, j'arrive. Enfin, en un adjectif, c'est difficile. Federer, je dirais poli. Ouais. Djokovic, je dirais spontané. Sharapova, je dirais ravissante, sachant qu'elle l'est. J'aime beaucoup. Spontanée, souriante. Sampras sur un plan du jeu, Agassi sur un plan de personnalité. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Oui, parce que Sampras était un joueur extraordinairement généreux sur le court, peut-être un petit peu moins dans la vie, alors qu'Agassi dans la vie, aujourd'hui, avec les fondations qu'il dirige avec sa femme, a fait ça, je sais, avec beaucoup de cœur et de générosité. Alors, comme effet pour les interroger dans les gradins, je crois que ça plaît beaucoup au public de retrouver, donc de prendre prétexte d'un match pour effectivement aller retrouver un Marat Safin que les gens adoraient, effectivement Becker, qui répond pour la petite histoire beaucoup plus gentiment aujourd'hui, qui est retiré des cours qu'à l'époque où il était encore sur go. Edberg, je l'adorais. Donc voilà, c'est pour moi formidable d'aller effectivement vers ces légendes du circuit. En revanche, sur le plan de l'association avec les joueurs précités, je ne suis pas sûr que ça se... Pour vous dire la vérité, si on se revoit ici à la fin de l'année, je ne suis pas sûr que ces associations seront encore d'actualité. Oui, parce que, soi-disant, tout avait été préparé, calé à l'avance, et je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'avait été ni préparé, ni calé à l'avance. Et donc, j'ai dû un peu me forcer, me violer un peu moi-même pour y aller, et ce fut le cas. À la sortie des toilettes, je précise, des toilettes de la tribune présidentielle, pas des toilettes publiques, de la tribune D ou F ou je ne sais quoi. Et donc, voilà, là, il s'est retrouvé face à 2 caméras, lumière rouge et tout, et comme c'était un vrai pro de la com, là, il ne pouvait pas faire autrement que de répondre. Je me souviens plus pour dire la vérité de ce qu'il a dit exactement. C'était sans doute pas révolutionnaire. Mais le fait de l'avoir eu était bien, comme d'avoir eu le président Helsinki, qui lui était carrément président en exercice. President, a word on first of all, in your state of Paris, this is the first time you come to Roland-Garros, and a word on this match. Un petit mot, je crois que c'est votre premier séjour à Roland-Garros, et un petit mot sur ce match que nous sommes en train de vivre. Well, of course, I've seen it on television a lot, and I'm delighted to be here. It's a beautiful, beautiful place.
and the people were very kind to me today when I came in. Alors le président Clinton nous dit que j'ai naturellement souvent assisté aux matchs à Roland-Garros à la télévision, mais c'est la première fois que je viens ici et je dois dire que le public français m'a fait vraiment un accueil remarquable. Renommée internationale, vous savez, essentiellement ces interviews passent la plupart du temps sur les réseaux français. Renommée française, je l'avais, je pense déjà. Non, je crois que c'est simplement satisfaisant pour les téléspectateurs et flatteur pour notre antenne d'avoir des invités, surtout très spontanément, pas préparés à l'avance. Je pense que c'est bien pour notre antenne. Ouais. D'accord. Pour la victoire finale, je ne pense pas. Je pense que vous avez cité les deux vainqueurs. Maintenant, en cours de tournoi, il peut y avoir pas mal de renversements. Je ne serais pas loin de voir peut-être la même finale que l'année dernière chez les garçons, Rafael Nadal contre David Ferrer, avec peut-être une meilleure résistance de Ferrer qui a prouvé qu'il pouvait inquiéter et même battre Nadal. Chez les filles, en revanche, Williams me paraît, je vais dire imbattable, enfin très difficile à battre. Je ne serais pas étonné d'une victoire de Williams sans perdre un set durant le tournoi. Ouais, je ne serais pas étonné. Les dominations chez les filles sont souvent plus fortes. S'il faut vraiment répondre par oui ou par non à cette question, il est évident que la réponse a influencé le jeu négativement. Puisqu'un jeune papa veut quand même, et c'est normal, et c'est la vie, s'occuper avant tout de ses jeunes enfants. Donc c'est forcément au détriment, d'une part, effectivement, les nuits ne sont pas toujours d'un calme absolu, et puis la deuxième chose, c'est que c'est forcément au détriment de l'entraînement, quelque part. De toute façon, la quête de perfection de Federer, tous ces joueurs, est de toute façon totale, et ne dépend pas du fait d'être papa ou maman chez les filles, et également les femmes. Oui, pour les femmes aussi. Mais je pense quand même que la réponse est dans la question. Ça ne peut pas influencer positivement le résultat. Ça peut en revanche très fortement influencer positivement la vie, et ça c'est beaucoup plus important. Je pense que ce n'est pas porter injure à Wawrinka que de dire que s'il avait retrouvé un Nadal dans son état normal en finale de l'Open d'Australie, le résultat sans doute aurait été un petit peu inversé. D'un autre côté, il faut quand même lui reconnaître une victoire extraordinaire en demi-finale contre Djokovic. Et là, le joueur n'était pas blessé. Donc je pense que malgré tout, Wawrinka est peut-être un petit peu surcoté en étant numéro 3 mondial. Et je le vois difficilement remporter Roland-Garros. Le fait est que les Français semblent avoir un problème avec ce tournoi. C'est ça surtout. J'ai souvent coutume de dire de façon un peu amusante que les Français, quand ils arrivent à Roland-Garros, semblent être dépaysés, alors qu'ils jouent chez eux. Les Français, ce n'est pas un secret, réussissent de meilleures performances hors Roland-Garros qu'à Roland-Garros. Il suffit de voir il y a quelques années et autres, voir l'Open d'Australie et tout. Je comprends là. Non, mais je peux m'étendre sur le sujet. Non, mais c'est sûr, on est tous d'accord. Je pense que là aussi, je pense que la réponse est dans la question. Je ne vois pas, une question posée par politesse. Je ne vois pas de Français qui puissent s'imposer cette année chez les garçons. Pour aller loin, oui. Pour aller au bout, non. Mais enfin, pour aller loin, une Française déjà en quart de finale, ce serait déjà vraiment un très très beau résultat. Autrefois, on disait le journaliste sportif, c'est parce qu'il ne savait pas faire autre chose, donc on l'envoyait au sport, etc. Aujourd'hui, nous sommes ici dans les locaux de l'IEJ, donc bien placés pour le dire. Aujourd'hui, les journalistes, je préfère le terme de journaliste de sport à celui de journaliste sportif. Enfin, c'est une petite nuance, mais bon. Mais le journaliste sportif, de sport, est l'égal de toutes les autres formes. Vous comme moi, nous intéressons à l'actualité internationale, française, à la politique, à l'histoire, à la géographie, que sais-je. Je veux dire, voilà, et à la danse, à l'architecture, à la musique, aux arts, enfin voilà. Donc ça c'est le journaliste tel que je le conçois aujourd'hui au XXIe siècle, et le journaliste sportif, enfin, intégralement parti. Motivation, sourire, gaieté,
apparence vestimentaire, langues étrangères, le tout se noie dans une personnalité qui fait que c'est une personnalité attachante, ce qui est le cas, ça je le savais, Jean-Baptiste je le découvre, ou au contraire sur la retenue, timide, un peu. Les maladresses sont toujours pardonnées. Ce qui n'est pas pardonné, c'est le manque de sincérité. Et c'est ça les cours. Alors évidemment, je pourrais m'étendre sur les cours, ça, je pourrais m'étendre plein de mais là, c'est essentiellement ça que je peux vous dire aujourd'hui. Je crois qu'à la longue, le grand public ne s'y trompe pas. Je le crois profondément. Je crois qu'on ne peut pas tricher avec le public. Vous pouvez, c'est le président Lincoln qui disait, moi je vous fais la traduction, vous pouvez tromper une partie des gens tout le temps. Et vous pouvez tromper tous les gens une partie, c'est plus joli en anglais, une partie du temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Ouais. Et ça, je suis profondément imprégné de cette phrase. Je crois que moi, j'avais un modèle dans cette profession, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour l'avoir connu, c'est Jacques Chancel, c'est sans doute un nom qui vous dit quand même quelque chose, et Jacques Chancel, qui était mon mentor, on va dire, dans la profession, et qui l'est toujours, me disait pour réussir, ou pour essayer de réussir dans ce métier, il fallait aimer les gens. Aimer les gens, c'est aller vers les gens, et c'est ce que j'essaie de faire, et ils me le rendent très bien. Ouais, écoutez, mon cher Patrick, Oui, je suis tout à côté de Gilbert Montagnier, le grand Gilbert Montagnier, the great Gilbert Montaigne. Je vais bien sûr tenter d'être très bref, Alors, je réponds oui aux trois. Ça me plaît. Indirectement, ça me sert parce que ça prouve que j'existe. Et est-ce que j'en joue? Je ne sais pas si j'en joue consciemment ou inconsciemment, mais enfin, il est évident que dans mon style d'interview, ce sont plutôt des interviews chaleureuses, amusantes. J'ai des retours là-dessus. Et les gens aiment bien le côté traduction, etc. Donc, je ne sais pas si j'en joue volontairement, mais enfin, en tout cas, le ton me va très bien. Je vais vous faire une confidence concernant Nicolas Canteloup. Il se trouve que lui, il galérait pas mal dans les années 90. Il envoyait des imitations. Il était au Club Med, comme vous le savez peut-être, et personne ne lui répondait, etc. Et l'une des premières imitations qu'il a envoyées justement au Guignol de l'info, c'était la mienne, parce qu'elle lui permettait de mettre d'autres personnes, avec les interviews, de mettre d'autres personnes en avant. Et du coup, ça a été une des premières qui a été acceptée. Et du coup, il m'a toujours considéré un peu comme une sorte de talisman, de porte-bonheur, et je dois bien dire que l'inverse est également vrai, et j'embrasse Nicolas Canteloup.